Effectivement, je voudrais élargir un peu la focale et parler, replacer ce qui se passe dans l'éducation dans un cadre plus large, celui des services publics et de leur gestion. Alors, pour commencer, d'où je parle. Je suis actuellement président de l'Institut de recherche de la FSU. Quelle est la mission de l'Institut? C'est une structure qui est une structure associative, qui est parallèle à la FSU, financée évidemment par la FSU. Qui a comme fonction, comme mission, de faire travailler ensemble des chercheurs professionnels, Pierre en fait partie, et des militants syndicaux, et de confronter à partir de là pour essayer de produire des réflexions, des savoirs, des connaissances, et de les mettre à la disposition des militants et des organisations de la FSU et de ces syndicats. Il ne s'agit pas, je le dis souvent, de donner une ligne, il s'agit de donner aux syndicats les éléments d'une réflexion et de construction. Alors, on met à la disposition, à travers des séances comme celle-ci, mais aussi à travers des publications. Je vais vous en citer quelques-unes, tout simplement parce qu'elles ont un lien avec la question, et si vous voulez regarder d'un peu plus près, vous pouvez y jeter un œil. Alors, qu'est-ce qu'on publie? D'abord, une lettre électronique gratuite. Pour s'y abonner, il suffit de donner son mail, et vous la recevrez tous les mois. Deuxièmement, une revue qui s'appelle désormais Regard croisé, qui est une revue trimestrielle. Et le numéro qui vient de sortir est un numéro consacré à aux crises de l'école. Vous trouverez entre autres un article de Choukri, mais aussi des éléments sur ces questions de gestion. Et ensuite des livres. Et j'en cite quelques-uns qui ont quelque chose à voir. Il y a d'abord, évidemment, le livre de Pierre a parlé, La nouvelle école capitaliste, qui donne un certain nombre d'éléments sur la situation. Il y a un livre plus précisément consacré au nouveau management qui s'appelle « Manager ou servir » et qui traite entre autres de la question des chefs d'établissement. Il y a le livre sur le travail enseignant et il y en a un plus ancien qui n'est plus édité, enfin il n'en a plus en stock, mais on l'a mis sur notre site internet et vous pouvez y jeter un œil, qui s'appelait « Payer les profs au mérite » avec un point d'interrogation et qui analysait des exemples étrangers pour montrer les conséquences. Je vous donne ça donc très brièvement. Donc je parle à partir de là, mais je parle aussi en rassemblant mes souvenirs d'une époque maintenant un peu ancienne, quand dans mon syndicat, le SNES, et dans la FSU, je m'occupais de ce qui s'appelait les questions de situation des personnels et notamment de statut et de gestion. Pourquoi j'ai fait appel à mes souvenirs? Parce que c'est en 89-90 que s'est constituée d'une certaine manière une démarche qui aujourd'hui a évolué, a été poussée à l'extrême, mais qui est toujours sur ces mêmes bases. Et cette démarche, elle a été inspirée d'une théorie d'origine anglo-saxonne qui est celle du nouveau management public. Alors pourquoi est-ce que je fais rappel 89-90? C'est pas pour dire les gouvernements changent, les politiques restent. C'est parce que, et c'est important à voir, ce type de théorie se présente comme politiquement neutre. Elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche, elle vise l'efficacité. Et elle présente des notions qui sont des notions particulièrement polysémiques et qui donc, dans lesquelles on peut se retrouver. La notion d'autonomie, par exemple, en soi, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Qui n'a pas envie d'être autonome dans son travail? Et donc on utilise ce type de notion, et je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer très brièvement, que c'est tout sauf de la véritable autonomie, et c'est tout sauf de la démocratie. Alors, quelle était l'idée? Quelle est l'idée? Qui est une idée séduisante. On avait une organisation de services publics qui était une organisation très descendante, où on insistait sur les procédures, les règles. Et ce type de gestion, ce type de management nous dit non. Maintenant, ce qui compte, ce n'est pas les procédures, ce sont les résultats. En théorie, on ne va pas se plaindre. Effectivement, ce qui compte, c'est l'effet qui est produit. Et donc, à partir de là, on va ne plus se poser la question, d'une certaine manière, des politiques globales menées, qui relèvent des procédures,
va donner de grandes directions et on va dire c'est au niveau local, c'est au terrain de mettre en œuvre et de mettre en œuvre le mieux possible. Et c'est ça qui a expliqué notamment le mouvement de déconcentration qu'on a connu, par exemple dans l'éducation, à l'époque d'Allègre. Et c'est ça qui explique tout ce développement de l'autonomie des établissements. On dit, c'est au niveau local qu'on va trouver ce qui est le mieux adapté pour faire face aux besoins et pour conduire un certain nombre de politiques globalement décidées au plan national. Et pour que l'autonomie marche, il faut qu'il y ait de l'évaluation. Ce sont les résultats qu'on va évaluer. Voilà. Et il faut, par ailleurs, qu'il y ait une organisation où il y ait des managers au plan local qui vont avoir du pouvoir, pas seulement sur ce qui se fait, mais qui vont avoir du pouvoir aussi sur les personnels qui sont à leur disposition. Du pouvoir sur les personnels qui sont à leur disposition, ça veut dire les recruter. Et je rappelle que les tentatives d'éclair de recrutement des personnels par le chef d'établissement, ce n'est pas nouveau. Déjà, au nom de la politique de l'éducation prioritaire, il y a eu de multiples tentatives pour que les chefs d'établissement soient associés au recrutement de tout ou partie de leur personnel. Donc, pouvoir de recrutement, mais aussi, on disait dès 90, il faut que le chef de service il puisse faire en sorte que sa secrétaire, si elle travaille bien, soit promue. Et que ce ne soit pas des règles nationales qui empêchent la promotion de la secrétaire qui rend service au chef de service. Et si vous regardez bien ce qui se fait aujourd'hui, c'est toujours la même logique. Simplement, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a 2-3 éléments. Premier élément, et c'est quelque chose qui est fortement mis en lumière, notamment dans le livre « Manager ou servir », c'est la défiance vis-à-vis des professions. C'est-à-dire l'idée que ce qui gêne dans ce système, ce sont l'existence de collectifs professionnels avec des valeurs communes. Et un des enjeux, ça va être de déconnecter les managers de leur profession d'origine. Et que, je n'insiste pas, mais quand vous regardez ce qui est en train de se passer, alors déjà sur les recteurs, mais de plus en plus sur les chefs d'établissement, les directeurs d'école, etc., c'est cette logique. Pourquoi? Parce qu'il faut, d'une certaine manière, contraindre les professions, briser la résistance des professions qui peuvent résister au nom de valeurs, et notamment de valeurs professionnelles, de valeurs communes. Ça, c'est la première idée. La deuxième grande avancée, si je peux dire, c'est la RGPP, avec tout ce que ça implique. Et cette politique est devenue un instrument au service de la RGPP, bien évidemment. Alors, quels sont les problèmes que ça pose? Je vais à la hache pour tenir dans le temps. Premièrement, globalement, alors, il y a des forces syndicales qui se rangent dans des camps progressistes et qui ont été et qui sont encore tentées de dire l'autonomie, par exemple, l'autonomie, je prends l'exemple des universités, c'est le plus clair, l'autonomie, c'est une bonne chose, simplement, ce sont des gens pas bien qui font ça, et ce sont les modalités qui ne sont pas bonnes, ou c'est l'insuffisance du financement qui n'est pas bon. Et je pense que c'est une erreur de perspective. Une erreur de perspective parce que d'abord, ce type de méthode est une manière beaucoup plus subtile de contrôle et de contrôle technocratique de ce qui se fait. Quels sont les instruments de contrôle du pouvoir? J'emploie à dessein ce mot. Ces instruments de contrôle, c'est
l'allocation des moyens. On va pouvoir réduire les moyens en disant à chaque entité, mais vous vous débrouillez pour faire. Mais il y a un autre élément, et ça c'est particulièrement net, je crois, Choukri pourra le confirmer, j'espère, à l'université, où on substitue de plus en plus au crédit récurrent, c'est-à-dire ce qui est donné normalement chaque année pour que ça fonctionne normalement, on substitue au crédit récurrent des attributions de crédit sur projet. Et ça c'est aussi un moyen de contrôle considérable. Parce que l'entité, l'établissement qui est prise à la gorge pour son fonctionnement normal, va être de plus en plus obligé de passer par les fourches codines d'un certain nombre de projets pour simplement pouvoir survivre. Il faut vous rendre compte qu'il y a une dizaine d'universités en France aujourd'hui qui sont en déficit, qui n'ont plus d'autonomie financière. C'est le premier instrument, là, je répète, les moyens. Deuxième instrument, la mise en concurrence. Cette autonomie s'accompagne d'une mise en concurrence généralisée à la fois des structures, mais aussi des personnels, voire des usagers, des élèves. Et cette mise en concurrence est une moyen de se déresponsabiliser des politiques publiques conduites pour renvoyer la responsabilité sur chacun. Si vous ne réussissez pas, c'est soit que vous êtes mauvais, soit que vous avez des mauvais profs, soit que vous êtes dans un mauvais établissement. Ce n'est pas parce qu'il y a une politique qui fait que vous ne réussissez pas. Je crois que ce que je dis là colle à peu près avec ce que disait Choukri. Troisième élément, l'évaluation. L'évaluation comme moyen notamment de peser sur le travail et le contenu du travail des personnels. Qu'est-ce qui caractérise ces évaluations? D'abord, ce sont des évaluations dont les éléments ne sont jamais discutés. Choukri l'a dit. Deux, il y a quelque chose qu'il faut bien voir. Il y a de plus en plus réduction des critères sur lesquels se fait l'évaluation. On le voit très bien, la LOLF avait mis ça en place, et on voit de plus en plus une diminution du nombre de critères. Et quand on a une mission d'intérêt général, plus vous diminuez les critères d'évaluation, plus vous poussez à quoi? Vous poussez à ce que les gens ou les structures qu'on évalue se concentrent sur ce qui est évalué au détriment du reste et au détriment de l'intérêt général. Troisième caractéristique de ces critères d'évaluation, c'est qu'est-ce qu'on va évaluer? On va évaluer ce qui est immédiatement évaluable. On va évaluer par exemple le taux de redoublement. Mais l'efficacité réelle sur le long terme, personne ne s'en soucie, parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui peut être évalué immédiatement. Et tout ça, alors 2 minutes et je termine parce que je m'aperçois que je suis trop long. Tout ça, ça a des conséquences évidemment sur le service public. Un service public, il a entre autres comme mission l'intérêt général. Et il a comme mission l'intérêt général pas seulement sur le court terme, sur le long terme. Il a besoin aussi, un service public, de collaboration. Il a besoin que tout le monde tire ensemble, surtout si on veut lutter contre les inégalités. Bien, ce type de gestion va à l'encontre de ces besoins. Dernier élément, c'est une des sources de la souffrance professionnelle. C'est une évidence. Souffrance professionnelle des personnels qui voient leur travail transformé, sans pouvoir le maîtriser, et d'une manière contraire à leurs valeurs, voire à leurs choix professionnels. Moi, chaque fois que je rencontre un universitaire et que je discute un peu avec un universitaire, je m'aperçois, reviennent tout le temps le fait qu'on est submergé par la paperasse, par les évaluations, par les procédures, et à un moment donné, on ne fait plus ce pourquoi on a choisi de travailler, de faire de la recherche, ou de l'enseignement. Donc, il y a une transformation du travail, mais c'est vrai aussi pour le métier de l'éducation.
Et je reviens, Choukri l'a bien dit, une transformation du travail des managers qui est source de souffrance. C'est une évidence, parce qu'ils sont pris en tenaille, y compris ils sont pris en tenaille entre les exigences qu'on a pour eux en termes de managers et les valeurs professionnelles qui étaient les leurs quand ils ont fait un choix de profession. Et c'est effectivement pas pour rien que quand on regarde dans l'actualité les phénomènes de souffrance extrême qui conduisent au suicide, que ce sont souvent des professions qualifiées qui sont touchées par ça, et en particulier des personnels d'encadrement. Il y a eu une tentative de suicide il y a quelques années à la direction à la protection judiciaire de la jeunesse. C'était une directrice départementale. Les cadres dont on parle à la Poste, c'était des directeurs d'établissement qui ont été, dans les deux cas, si j'ai bien vu, plus ou moins virés de leur fonction parce qu'apparemment, ils ne manageaient pas bien. Il y a ce que nous disent les copains de Pôle emploi, c'est qu'il y a une vraie souffrance de l'encadrement de Pôle emploi. Voilà donc très brièvement le cadre dans lequel il faut penser ce qui se passe aujourd'hui dans l'éducation en matière d'évaluation et de gestion. Et je pense que Catherine va illustrer parfaitement ce que je viens de dire. Je ne sais pas si je vais le faire parfaitement. D'abord, vous avez...